Même si c'est moi qui vous raconte cette histoire, ça veut pas dire que je suis en vie à la fin. C'est ce genre d'histoire-là. Toute réussite a sa légende. Assister à la conférence de presse de Savages, un film bien sûr signé Oliver Stone. Et sans plus attendre, je vous demande d'accueillir tout d'abord bien sûr le réalisateur Mr. Oliver Stone. Bonjour. Ah bonjour, comment ça va? Suivi de Salma Hayek, Elena, et aussi la reina. Artiste John Travolta, alias Dennis. Alors, without further delay, because they've been waiting for you excitingly, first question there. Bonjour. Le film s'appelle Sauvage. À plusieurs reprises, le terme sauvage est exprimé dans le film, dans différents contextes, avec différentes valeurs. J'aurais voulu connaître la définition du mot sauvage pour Oliver Stone et sa vision de la sauvagerie, et si possible aussi de la vision de Salma et de John. Alors voilà, well, the question for really the three of you, well, the film is aptly called Savages, a word that is recurrent with different contexts within the film. So we'd like to know, first, Oliver, what is your idea, your definition of savage? I want to know Salma's first. All right, you go, Salma. The Reina talks first. Okay, I'm not much of a dictionary, but I have mixed feelings about this word. I like the sense of being savage because it means untamed. And of course, if you're a rebel at heart, you love this. And I am a rebel at heart. So this idea of not being controlled and being untamed and being free and being a savage and going like to your roots, I like that. But also a savage means not having any morality, any moral limits, any consideration for other human beings, and almost having a hunger for doing what you want and destroying in your way. And unfortunately, I think that as we have evolved as a race, in some ways, we have become savages, in some others, in the bad sense. Alors voilà, c'est vrai que je ne suis pas vraiment un dictionnaire, mais j'ai des sentiments partagés vis-à-vis de ce mot. Alors évidemment, il y a un côté du mot vraiment savage que j'aime. J'aime le côté insoumis, j'aime le côté rebelle, puisque j'en suis une. J'aime le côté que l'on soit libre. Donc cet aspect-là de la sauvagerie, en quelque sorte, me plaît. Mais l'autre côté qui me plaît beaucoup moins, eh bien évidemment, c'est le côté où à ce moment-là, lorsqu'on est sauvage, on oublie toute moralité, on n'a plus de sens de limite, on considère les autres humains avec vraiment aucune limite, aucune moralité, et on a cette soif de faire ce que l'on veut et par là même de détruire. Alors évidemment, hélas, notre société ou l'espèce humaine telle qu'elle a évolué, entre parenthèses, eh bien malheureusement ce côté sauvage-là s'est de plus en plus développé. What about you, John? Then we'll go to Oliver. I'll keep mine simple. Animalistic reaction to something, inhumane reaction to something is the simple definition. Alors, définition simple de John alias Dennis, finalement une réaction presque animale, une réaction inhumaine, telle serait un peu ma définition de cette sauvagerie-là. What about you, Oliver Stone? Moi, écoute, on ne va pas demander chacun demande une question, ça fait par trois, on ne va jamais finir là. Il faut oui, mais moi, j'ai rien à dire parce qu'elle a dit si bien, tu sais. Et la fille dans le film le dit, Blake dit, l'histoire c'est une retour à la purité, elle dit à la fin du film. Mais moi, je dirais seulement, j'aime beaucoup ce titre parce que c'était le titre du book.
Deux, c'était, j'ai fait un film qui s'appelle Salvador, alors pourquoi pas faire un autre film qui s'appelle Savages? J'aime beaucoup les S, mon nom c'est Stone. J'ai fait South of the Border. Salma. Salma. Eh oui. Autre question, là-bas. Bonjour, une question pour Oliver Stone. Tous vos films ont en général un point de vue politique assez fort, assez tranché. Pourriez-vous nous parler du point de vue politique de celui-ci? So Oliver, all your films have a political viewpoint. Could you tell us what's your political viewpoint through Savages? Look, the war on drugs has been going on for 42 years of my life. It was declared by Nixon in 1972, and it's a farce. It didn't work. The drugs are more expensive, cheaper, and better quality than ever. For 42 years, we've brought a lot of pain and money to this war. We put an enormous amount of population in prison, including a young underclass, mostly African American. And our prisons have gotten enormous. We are per capita the largest prison population in the world, which makes America the most oppressive country in the world. And we also have Guantanamo, but we can go there separately. So I'm not a fan of the drug war. I also think we've created, as we did with the Department of Homeland Security, another $50 billion agency called the Drug Enforcement Agency. So this is a disaster. We worked with the DEA on this movie. John was advised by Eddie Follis, who was 30 years in the agency. He was in every country in the world. And he was a true believer, but after he worked with us for a few months, I think he started to see the other side of the coin of this thing. It's a hopeless war, like the war on terror, like the war in Afghanistan. It's just hopeless. But you can't stop it because there's too much money. From the prison guards union to the prison system to the police to the budgets to the congressmen, it's just no going back. We're here now. So I think the movie is more... I look at the war as a farce and the people in it. I'm more interested in the 6 people that we made the movie about, and those are the people who are existing inside the war, and they're all out for themselves, and I love the way they play off each other. There's cat and mouse, power games, and every one of them has a change. There's not what they seem to be, whether it's Salma or John or Benicia. No one is on the surface what they started out as. Alors c'est vrai qu'en ce qui me concerne, cette guerre contre la drogue, eh bien, elle existe depuis 42 ans, mais en fait, c'est Nixon qui l'a en quelque sorte lancée en 72, et comme on le voit, c'est une immense farce, ça ne marche pas. Les drogues se multiplient, sont de moins en moins chères, et sont meilleure. Alors je crois que la drogue, cette guerre est liée surtout à la souffrance et puis à l'argent, bien sûr. Qu'est-ce que cela crée? Eh bien, cela crée des prisons surpeuplées, une nouvelle en quelque sorte catégorie de gens en prison, principalement des Afro-Américains qui sont jeunes. Donc cela crée vraiment une population carcérale. Il faut que vous sachiez qu'aux États-Unis, c'est la plus grande population carcérale per capita au monde. Donc l'Amérique, pour moi, est le pays en ce sens qui est le plus grand oppresseur. Alors bien sûr, je pourrais aussi parler de Guantanamo, mais ça, ce serait une autre discussion. Donc comme vous le pouvez le constater, je ne suis pas très fan de cette fameuse guerre contre la drogue. Et d'ailleurs, comme on le voit, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé un système sécuritaire qui coûte des milliards à l'État américain. Cela a créé le Drug Enforcement Agency, qui évidemment est une machine de guerre à elle seule extrêmement coûteuse. Et sur le film, nous avons eu par exemple un consultant, Eddie Fowles, qui était là et qui lui-même était un agent pendant 30 ans à travers le monde entier et qui croyait vraiment en sa mission. Et je crois qu'après quelques semaines passées avec nous sur ce tournage, eh bien, il a découvert l'autre côté de la médaille, si je puis dire. Donc c'est vrai que tout cela, c'est une guerre qui n'amène que la terreur, et malheureusement, on ne peut pas l'arrêter. Parce que le système tout entier, les gardes de prison eux-mêmes, les sénateurs, la police, tout le monde finalement est dans ce système qui coûte énormément d'argent et qui rapporte énormément d'argent. Donc il n'y a pas, je crois, de chemin de retour possible. On ne peut pas arrêter cela. Alors, comme vous le savez, évidemment que le contexte de mon film
Il y a effectivement cette guerre contre la drogue, mais ce qui m'intéresse vraiment, ce sont ces 6 personnages centraux qui existent à l'intérieur de ce contexte et qui entre eux jouent au chat et à la souris. C'est un jeu de pouvoir où finalement personne n'est tout à fait lui-même ni tout à fait un autre, que ce soit le personnage de Dennis, le personnage de Helena, le personnage joué par Benicio del Toro. Tous ne sont pas vraiment ce qu'ils semblent être. Question, oui. Bonjour, j'avais une question pour Selma. Je voulais savoir en fait en quoi ça a été un challenge pour vous de jouer ce genre de personnage qui est très froid et cruel et en même temps avec ce très fort instinct maternel. Well, Selma, this is a question for you. What was the challenge about being this character which has a certain duality? On one side, cold and cruel, on the other side, a mother. That's what it was exciting about the character, the fact that he did not want to make a cartoon character, that it was only flat and a villain, but that it was so exciting to have a process of discovery with Oliver, and how it started one way, and to find all the little details and to go looking for them through the Oliver Stone camp, which I called the 2 weeks before we started. It's your dream as an actor, because it doesn't exist anymore. And we would all be together. You never knew exactly what you were doing, but you would come in the morning and he would have all kinds of activities for us to do, all regarding to developing the character and to finding the humanity in the characters for each one of us. And we did it together, and it was an amazing journey. Alors en fait, voilà, pour moi ce qui a été vraiment presque jubilatoire, c'est que Oliver Stone justement n'a pas voulu en faire un personnage de BD en quelque sorte, seulement à une dimension, une méchante en quelque sorte. Au contraire, grâce à lui, il y a eu tout un processus de découverte de mon personnage. On s'est attaché à chercher des tas de détails, et ça c'est vraiment, si je puis dire, concrétisé dans ce que j'ai appelé le Oliver Stone Camp, où en fait pendant 2 semaines nous sommes réunis pour répéter en quelque sorte. Ça a été vraiment ce que j'appellerais un rêve d'acteur, parce que ça n'arrive jamais. Et on arrivait là le matin, on ne savait pas très bien ce qu'on allait faire dans la journée, mais tout ce qu'avait préparé Oliver pour nous, eh bien, c'était là pour développer nos personnages et surtout pour trouver en eux cette part d'humanité qu'il était essentiel d'apporter aux personnages. Donc pour chacun de nous, je crois que ça a été un moment incroyable et c'est ce qui a permis ce processus et ce personnage que j'incarne. Question ici. Question for Mr. Oliver Stone. The girl has a very romantic view on life, which contrasts with the very realistic view of the world of the drug queen, which is expressed in the 2 endings. So where does this romantic view come from? Is it because she's lived in a life of weed? The romantic view. Actually, it was in the book, Don's book. That was the original ending, Don Winslow's book. And I think it was romantic, and it was a fantasy. You know, the book itself, although Don has written about the drug war extensively in Mexico, this particular novel was a fantasy because it hasn't happened. The war against independent growers, there's not enough money, I guess, for the cartel to be interested. It could happen. So, but it was a whimsy. And anyway, in that whimsy, it was a story, and we decided to tell it through the eyes of Blake O. And she says at the beginning of the movie, you know, just because I'm telling you this story doesn't mean I'm going to be alive at the end of it, which sets up the idea that there could be an unreliable narrator here. And I think at the end, she says when she's, this is the way I thought it would end, but life has, the truth has a mind of its own. And I think she's grown up. But I always had a problem believing that 2 young people at the height of their life would give up their lives for one of the threesome who was dying. I found that to be a little bit romantic, and Butch Cassidy and the Sundance Kid. People like. So I went with the cynical ending, which is the war on drugs, which is it goes on, and people don't get killed except the lower level people. But frankly,
What's the surprise character is John Travolta, because Dennis is the weakest character in the book, and he died, he committed suicide, so he worked with Eddie and John and made him a stronger character. He's smart. He's not going to walk away from this kind of deal. So he comes back, and he comes back smart, and he makes out the best, and Salma takes the fall because she's the weakest at the end of the day in this Shark Tank, or actually the most prominent, and she becomes the fall guy. She goes to jail, he makes out, and the kids get away to Indonesia, where they have to rebalance and rethink their lives. And I don't think it's going to be a Jules and Jim comeback, they're going to break it up, I think. Alors voilà, d'abord par rapport évidemment aux deux fins, eh bien la première fin, celle que vous voyez, c'était dans le livre évidemment de Don Winslow, la première fin. Alors c'est quelque chose pour moi d'assez romantique, ça tient presque du fantasme, parce que au fond, eh bien ce n'est pas possible de visualiser ainsi la fin, pour moi en tout cas. Alors c'est vrai que Don Winslow a écrit beaucoup de livres sur la guerre de la drogue au Mexique, mais justement ce livre-là, Savage, eh bien ce n'était pas sur ça. Ça montrait justement comment cela pourrait devenir entre le Mexique et la Californie. Mais pour le moment, cette guerre-là, transfrontière en tout cas, n'existe pas. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent pour les cartels et qu'ils ne s'intéressent pas assez à cela. Donc vraiment la première fin, en quelque sorte, c'est une fantaisie que l'on voit à travers les yeux du personnage principal, O. Cette voix, cette narratrice, qui dès le départ d'ailleurs n'est peut-être pas fiable, puisque la première phrase qu'elle prononce dans le film, c'est « Écoutez, ce n'est pas parce que vous me voyez là et que vous entendez ma voix que je serai vivante à la fin du film ». Donc il y a quand même le doute quant à la narratrice. C'est vrai que pour moi, je trouvais qu'à la fin, évidemment, la deuxième fin ressemble davantage à ce que moi, Oliver Stone, je crois. Parce que franchement, l'idée de deux jeunes gens se donnant la mort pour suivre l'un des leurs tombés, c'est une vision très très romantique, un peu à la Butch Cassidy et le Kid. Mais finalement, moi je crois davantage à la deuxième fin, plus cynique certes, qui est que la guerre continue, bien sûr, la guerre contre la drogue. Personne vraiment n'est tué, sauf justement souvent les petits. Et la guerre continue, et voilà. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que finalement, Dennis, qui au départ était peut-être le personnage le plus faible, eh bien c'est lui qui revient et qui finalement, de façon très maligne, s'en sort. Alors que Elena, qui au départ était évidemment la reine du cartel, eh bien au contraire, c'est elle qui chute, c'est elle qui devient la plus faible. Étrangement, parmi ces requins, eh bien c'est elle qui finalement, hélas, en quelque sorte, perd. Et je crois que la suite pour les trois adolescents, en quelque sorte, qui partent, eh bien ils se retrouvent en Indonésie. Et en ce qui me concerne, je ne crois pas qu'ils restent ensemble. Je ne crois pas du tout qu'il y ait une fin à la Jules et Jim. Ah oui, and the truth has a mind of its own, et la vérité a sa propre logique. Merci Oliver. Autre question. Bonjour, donc moi j'ai une question pour John Travolta. Donc Savages est aussi un film qui parle d'amour. Et j'ai vu que vous étiez à Paris avec votre femme et vos enfants pour célébrer votre 21e anniversaire de mariage. Et j'aurais voulu savoir quel était votre secret pour faire durer votre couple et l'amour. All right, well, Savages is also a love story, and you're in Paris celebrating your 21st wedding anniversary. What is the secret for keeping romance alive? Chanel. C'est tout. J'adore. Autre question? Ici. Oui, j'ai des questions à propos de la musique pour Oliver Stone. Je voudrais savoir, d'abord, depuis Platoon et Georges Delerue, vous n'avez cessé de travailler avec des compositeurs prestigieux. Donc j'aimerais savoir si cela a fait évoluer votre rapport à la musique. Et par rapport à Savage et votre collaboration avec Adam Peters, je voudrais savoir comment ça s'est passé, sachant que vous l'aviez rencontré initialement pour un documentaire, South of the Border. Et donc je voudrais savoir comment
comment ça s'est passé pour qu'il travaille justement sur une œuvre de fiction comme Savages? Oui, c'est un compositeur, on dit un compositeur qui a travaillé avec Hans Zimmer comme accomplice. Alors il était un petit peu d'expérience, il a travaillé très fort pour nous sur le sud de la frontière, et on a aimé. Et finalement il a travaillé sur l'histoire inconnue des États-Unis qui sort en novembre. C'est un film de 10 heures qu'on travaille depuis 4 ans. C'est un jeune garçon anglais qui rentrait. Les Anglais d'habitude n'écrivent pas la musique de trop, alors je suis un petit peu. Mais je me méfie, j'utilisais toujours des Français, des Italiens, des Grecs, voilà. Mais. Et le Mexicain. Oui. Alors là, on a fait un film. Je ne savais pas le style avant quand j'ai commencé. Je ne savais pas. Je sais, il y avait beaucoup de needle drops. J'ai fait des films comme Natural Born Killers Without a Composer. J'ai fait des films comme Any Given Sunday. J'ai fait 4 compositeurs. Alors je change mes règles tout le temps. Avec celui-là, je ne savais pas. On a commencé avec les Mexicains. On a commencé avec les Novos Corridos, Narco Corridos songs. Mais on n'a pas utilisé. Mexican hip hop we used. On a utilisé Brahms. Il y a un beau Brahms, un thème de Brahms, la numéro 1, la symphonie 1, parce que pour le sexe. Et on a utilisé des sons modernes. Et Adam a fait tout entre ça, tout. Et il a fait bien. Il a fait 4 thèmes que j'ai beaucoup aimés. Romantique. Did you like the music from Adam? I think the music is eclectic and special. Isn't noticed. Personne n'a demandé aujourd'hui, mais j'ai beaucoup la musique. Question. Autre question? Oui. My question is for Mr. Travolta. If you'd like to talk to us a little bit about your character, about how you enjoyed enacting it, what kind of challenges you had playing it. Alors voilà le plaisir d'interpréter Danès. Well, it was a challenge to figure out a complex man who is duplicitous and complicated and you know, the truth is that I didn't discover how what his personality was about until I met with this gentleman that Oliver set me up with. I spent a week with him, and I took copious notes on his thinking, his behavior, and what motivated him. And then at the end of the day, he was a very sad man, really, because he had to fall in love with people and betray them constantly. And even though this man that I used all my my history of on the character was doing things for more righteous reasons, it still left him with a bad taste in his mouth to betray people. So, you know, what's it like to constantly be such almost an actor that in every scenario he's in, when he's with the young people, he's trying to be hip and young and be acceptable to them and betray them. And he's with the Mexican cartel and he's trying to be smarter than them and manipulate them. When he's at home, he's a family man and he's hoping that his family will never discover this life of drugs that he's dealing with, you know, usurping money. And the government, he's conservative. He goes to work and he's very conservative. What a life! I mean, you know, he's dancing on a cliff. He doesn't even know that any moment he and his family could be wiped out like that because he's blind to this ridiculous, dangerous setup that he has called his life. You know, I'm sure he didn't start out that way. You know, I'm sure he started out with more good intentions, but the truth is that he chose to be corrupt and he chose to be duplicitous, and he's the ultimate actor because he says the wrong word or he does the wrong move and he's dead
the young kids could kill him, the cartel could kill him, even his family could turn him in if he wasn't careful, and certainly government could do it. So what a life! I mean, my God, you know. And he's gotten to the point where he's sloppy. You know, he's not as careful sometimes, but other times he's sharp and he's a mastermind. He manipulates and is the ultimate chess player. So he's a complex man. I've never had to like the people I play, but I've always had to like playing them. Always. I've always had to enjoy them. I loved playing Dennis, but I wouldn't hang out with him. I wouldn't. That was very long-winded. Sorry about it. Okay. Alors voilà, c'est vrai que pour moi, ça a été un défi de comprendre ce personnage très complexe parce qu'il est hypocrite, manipulateur, corrompu. En fait, pour vous dire vrai, je n'ai pas vraiment découvert sa véritable personnalité jusqu'au moment où j'ai passé une semaine avec cet homme justement dont nous parlait tout à l'heure Oliver, qui m'a expliqué sa façon de penser, ses motivations. Et j'ai trouvé que finalement, au bout du compte, c'était un homme triste. Parce que toute sa vie, il devait à la fois tomber amoureux de certaines personnes et ensuite immédiatement les trahir, sans cesse. Donc c'est vrai que cet homme que m'a fait rencontrer Oliver, qui avait donc travaillé pour ADA, eh bien, à travers son histoire personnelle, j'ai compris que s'il avait commencé à faire ce travail pour les bonnes raisons, eh bien, à la fin, évidemment, il avait totalement changé toute sa perception des choses. Et que finalement, à la fin de la journée, eh bien, il devait avoir un mauvais goût, un goût amer dans la bouche. Alors, c'est vrai que il faut quand même se dire, qu'est-ce que c'est que cette vie? Qu'est-ce que c'est que la vie de Dennis? Eh bien, c'est d'être finalement l'acteur de sa vie dans chaque scène. Par exemple, lorsqu'il est avec les 3 jeunes garçons, quel est le rôle qu'il joue? Il doit être hip, il doit être jeune, sinon il le tue. Lorsqu'il est avec le cartel mexicain, qu'est-ce qu'il doit être? Il doit être malin, il doit être manipulateur, sinon il le tue. Lorsqu'il est chez lui, qu'est-ce qu'il doit être? Un homme de famille, un père de famille, avec une vie dont il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler de la drogue, il ne peut pas parler de cet argent, sinon il risque d'être dénoncé. Au sein du gouvernement, que doit-il être à nouveau? Cette fois-ci, c'est un homme conservateur, presque un businessman. Il ne peut pas se permettre d'être autre chose. Vous vous rendez compte de cette vie? À chaque fois, il est un autre personnage. C'est un peu, je dirais, c'est un danseur au bord d'un précipice. À chaque moment, sa famille même peut le dénoncer. À chaque moment, il peut être tué. En fait, je crois qu'il est aveugle lui-même, il ne se rend pas compte finalement de cette vie qu'il s'est créée. Et c'est vrai qu'il a commencé, peut-être pour les bonnes raisons, mais il a choisi, c'est vraiment un choix personnel, il a choisi la voie de la corruption, il a choisi la voie de la manipulation. Donc finalement, je dirais que c'est presque l'acteur ultime dans toute sa splendeur. Parce que s'il dit le mauvais mot, s'il fait le mauvais geste, il meurt. Donc c'est quelque chose de terrible, la vie qu'il a. D'ailleurs, vers la fin du film, il a une progression, on voit qu'il fait moins attention, alors qu'il y a des moments où il est extrêmement précis dans sa manipulation. Je crois que c'est un extraordinaire joueur d'échecs, complexe, fascinant. De tous les personnages que j'ai joués, vous savez, dans tous ces personnages, je ne les ai pas forcément aimés à chaque fois, mais j'ai toujours aimé jouer ces personnages. Et dans le cas de Dennis, j'ai certainement aimé et je l'ai interprété de façon jubilatoire. Wow! Wow! I tried. Awesome. Autre question. C'est un homme qui passe le temps surtout. Une question pour Oliver Stone. J'aimerais qu'il nous parle du plaisir un peu paradoxal qu'il y a dans le film, me semble-t-il, à filmer la beauté des visages féminins et de les mettre en face à face, en vis-à-vis, avec une terreur absolue représentée là aussi. Donc d'un côté, ça, c'est une grande, grande beauté, la beauté aussi des corps des jeunes gens, et de l'autre, une terreur extrême. It was the paradoxal pleasure, it seems. On one hand, you have the beauty of women's faces, the beauty of the bodies. And on the other hand, is the confrontation with sheer terror and horror. How do you play with this? Was there a paradoxical pleasure for you as a filmmaker to show both sides? Was it the French who
start off every question with the word paradox? Or is... Oui, est-ce que c'est français, cette façon de commencer toutes les questions par le mot paradoxe? I guess so. Je crois, non? Je crois. Mais... Dichotomy. Oui, peut-être le mot dichotomie. C'est vrai que c'est un mot très bien, John. Oui, c'est vrai aussi, hein, dichotomie, paradoxe... Pas seulement les femmes, ça c'est les films de Brian De Palma. Non, pourquoi pas des hommes? Moi j'ai beaucoup de beaux hommes dans mes films, avec des beaux corps, et ils sont tués dans les guerres, tout ça. Ici aussi, il y a des jeunes. Moi j'aime les deux femmes qui sont fortes dans ce film, et j'adore la fait qu'elles trouvent un substitut, une fille qui la parle dans Blake, et Blake ressort d'elle les sentiments pour sa fille. Mais je comprends pas la question parce que je vois ça dans tous ces films. Autre question, le micro est ici. J'ai une question pour Salma et pour John. C'était pour savoir justement ces personnages qui interprètent différentes facettes, parce qu'ils nous font aussi rire, il y a de l'humour. Comment vous les avez préparés? Est-ce qu'il y a une part personnelle ou est-ce que c'est beaucoup de discussions avec Oliver qui a permis tout ça? Et en même temps, j'aimerais savoir ce que vous pensez de vos partenaires, les trois jeunes acteurs principaux, parce qu'on peut dire qu'on les découvre aussi avec ce film si on ne les connaissait pas. Merci. Well, it's a question for Salma and John. I mean, you obviously played multifaceted characters. We saw some of their aspects, but there's also a lot of humor in them. I mean, how did you prepare? I mean, you told us, John, how you found the history of your character, but how did you prepare maybe with Oliver to play these multi-layers? Yes, go for it. Well, my instinct for most of my characters I've ever played has been to have you know this expression yin yang, where you balance something. I've always tried to balance dramatic characters with humor, and Dennis almost becomes the comic relief in this movie because everything before him and after him is so filled with tension and sometimes horror that you when you see Dennis you're ready for a laugh, because I mean, you know, let's take the simple scene of when he gets stabbed in his hand, and he suddenly he becomes a federal agent of official means. I mean, you know, it's so silly almost, but he's desperate, and the only thing he can think of is his title. Well, they could give a shit about his title at that moment, and they're doing bad business with him. He's usurping bad, you know, money and illegal things, and suddenly he's a federal agent. Well, that's hilarious, really, if you think about it. So I decided to play it full out with incredible pride for one's position, which means nothing at that moment. So those are the kinds of things I'm thinking of throughout a character to balance things, you know. Also, you know, when you first meet Dennis, he's piggish, you know, because he eats, you know, sloppy, and he looks sloppy, and that's funny, but it invites an audience to say, I know exactly what he's about, you know, and it invites them to pay attention to the rest of your story, you know, your character. That's all. Oui. Okay. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, lorsque la première fois que l'on voit Dennis à l'écran, il est en train de bouffer vraiment un peu comme un cochon. Il n'est pas très propre sur lui. Et tout de suite, c'est une façon d'inviter justement les spectateurs à se dire, tiens, je sais qui c'est lui. Et donc, à vraiment se focaliser ensuite sur l'histoire. Oliver, you wanted to add something? Yeah, just another example that John did. We were having the scene when Benicio comes to see him, to kill him, to threaten him, to find out what's going on. It's a very tense scene, but the dialogue is goofy. It's you know, he's begging for his life through the whole scene, but it loses. It was a tough scene to get. We were having problems, and I remember because it was loose. It was too loose, the dialogue, and we needed to focus it. And at one point we talked, and I said, you know, don't take your eyes off Benicio because he's like a snake, and he's in your living room,
and he's a cobra, and you must never take your eyes off that snake. You must, no matter what you say, you got to keep moving around him, keep looking at him. And when you did that, you focused. Your seriousness came into play. So it wasn't silly anymore. It was, but it was only, it was silly, but it was, the dialogue was silly, but the eyes were not silly, because you were begging for your life. So that was an interesting moment. Alors, oui, c'est par exemple le moment où Benicio del Toro vient pour menacer effectivement Dennis. Alors à la fois on a ce mélange de dialogue qui est finalement assez drôle, et alors que Dennis est en train de supplier Benicio de ne pas le tuer. Et cette scène d'ailleurs était assez difficile au départ, on n'arrivait pas vraiment à trouver le bon rythme. Et soudain j'ai dit à John, écoute, voilà ce que tu dois faire. Imagine que Benicio c'est un serpent, c'est un cobra, qu'il est rentré dans ton salon, et ta survie, eh bien, c'est de le fixer, de ne jamais le quitter des yeux. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu le fixes du regard, tu tournes autour de lui, mais tu ne le quittes jamais du regard. Et à ce moment-là, John, justement, a changé en quelque sorte son jeu. Le sérieux et le côté donc plus dramatique de la scène est arrivé à ce moment-là, parce qu'il y avait cet équilibre et ce parallélisme entre un dialogue plutôt drôle et tout le sérieux et l'intensité dans le regard de John. Salma, what about you? I mean, how did you work out with Oliver on your part altogether? Well, first I'd like to say also, just as a weakness, because I didn't have a lot of scenes with John, so we didn't rehearse as much. And I read the script, and when I saw the movie, it was really interesting to see the work they did, because on the script, that character was not funny as much. It was not, and it was not as charismatic, I have to say. And it's such a special pleasure, you know, to be part of something that you see at the very beginning. And I can say the same about a lot of the things he did. I usually have an idea what the film's going to look like. And when I saw this film, you know, I was so surprised. And it's exciting as an actor to see it in another actor. It's inspiring about what he did and also about what he did. Because you read the script, it was nice, it was interesting, but it was not poetic, beautiful, sensual like that, no. And about the comedy in my character, the truth is that these people that we play, especially like the Mexican cartels, they're very sad, tragic people, but they live in a very ridiculous way. Their existence, it's seriously ridiculous. I mean, to live in houses like that, but be completely alone, and have nothing to do, be a prisoner, you know, be your own hostage in your own house, and have everything. You know, where are you going to spend the money? Well, let's buy another 10 stuffed animals that are real animals. Their existence and the way they live and the way they operate, it's ridiculous. And you might think that it's over the top, an exaggeration. And I know a lot of these people, and I know them not just from the research that our director was so generous to put together an amazing group of people for us to have access to, but I know them from Mexico. And they're funny, but they don't mean to be funny. And it's a great example I'm going to give you. So I know them, and I took it very seriously, and I was just committed to that character and did not try to say, oh, they might think it's going to be too much. That's how they are. But one example, brilliant example of something that Oliver did working together was that in one scene, by the way, I knew I had one take, which was so nerve-wracking. And right before he comes over and he goes, oh, by the way, she's drunk now. I'm like, now? Yeah, she's drunk. But I've been drinking, she's drunk. But he's gonna, shut up and do it already, I don't have time. Okay, so I play her drunk, scared because are people gonna think she's drunk or just know that I'm a bad actress? And so we did it. He goes, great, moving on. And now we go to the next scene, which is I'm in the horse. I'm walking with the horse.
And she goes, now you are much drunker. I go, but they didn't see me drink. It doesn't matter. Now you're much drunker. And I said, okay. So I just committed to being drunk. And he messed up my hat and my hair and my clothes. And there I went, one take, you know, Mohammed comes to whatever, to the mountain, you know, that scene. And I was very drunk, according to the director, and somehow nobody has questioned it, so he knows. You're good with the maid, too. You were good with the maid. I remember when you said there's something wrong with your love story. That was very funny. Not drunk there. Alors d'abord, je regrette, j'ai pas eu énormément de scènes effectivement avec John Dennis et donc pas beaucoup de répétitions. Donc c'est vrai que lorsque j'ai découvert le film, j'ai vu le travail extraordinaire, le jeu de comédien à l'écran. Parce que sur la page, dans le scénario, le personnage de Dennis n'était pas si drôle que ça, pas si charismatique même. Donc c'était, je dois vous dire que vraiment faire ce film, tourner ce film avec Oliver, avec des acteurs comme John et les autres, c'est un plaisir vraiment très particulier. Alors vous savez, d'habitude quand je tourne un film, j'ai une idée assez précise de ce qu'il va donner à l'écran. Là pas du tout, j'ai eu cette surprise extraordinaire de découvrir Savages et c'est très excitant parce que je me suis rendu compte à quel point Oliver nous avait tous inspirés et donc nous avait rendus inspirants à travers un scénario qui certes était intéressant mais qui n'avait pas toutes ces subtilités. Là soudain j'ai découvert un film qui était poétique, qui était sensuel, où il y avait vraiment des éléments qui avaient été créés pendant le tournage. Alors vous parliez de l'humour de mon personnage, alors il faut que je vous dise, les cartels au Mexique, il n'y a rien de... Ce sont des gens qui vivent des vies plutôt tristes, voire tragiques, et en tout cas ridicules. Franchement, est-ce que vous vous imaginez, vous êtes dans ces immenses maisons, seul, vous êtes un peu comme un prisonnier, ou bien l'otage de votre propre maison, avec pour seule question le matin, qu'est-ce que vous allez... Yeah. Not all of them, some of them. I don't want to get killed. Ah oui, donc évidemment, Salman ne voulant pas être tué à son retour, donc parfois ils sont pas aussi ridicules, voilà, et donc leur seule préoccupation c'est quelle autre peluche ou animal, voilà, vont-ils trouver. Donc c'est vrai que on n'a pas, ce côté n'est pas exagéré, même si grâce à la recherche que Oliver a la générosité de mettre à notre disposition, moi je connaissais personnellement bien des gens qui en tout cas ont touché de près ou de loin au cartel au Mexique. Et croyez-moi, ils sont très très drôles, mais sans le savoir. Donc j'ai pris ce personnage très au sérieux, finalement, son côté too much, un peu son côté extravagant, et j'ai adoré. Alors je vais parler d'une scène juste pour vous donner un exemple. D'abord avec Oliver, il m'autorisait une prise, pas plus. À un moment, on arrive sur une scène, il me dit, juste avant de tourner la prise, il me dit « Salma, tu es ivre ». Et alors ça m'a dit, mais j'ai pas bu, Salma, tu es ivre, tais-toi, etc. Donc j'ai joué la scène comme évidemment Oliver me le demandait, et j'avais un peu peur parce que je me suis dit, est-ce qu'on va vraiment comprendre que je suis ivre, puisqu'on ne m'a jamais vu boire, ou bien est-ce qu'on va me prendre pour une mauvaise actrice? Et puis j'ai fait la scène, une prise, Oliver était ravi. Voilà la scène qui suivit. Là, cette fois-ci, c'est la scène où je suis, vous savez, où je tiens le cheval par la laisse, et c'est la fameuse réplique « Si Mohamed ne vient pas », etc. Et là, Oliver se tourne vers moi et me dit « Là, tu n'es pas ivre, tu es encore plus ivre. » Et là, je lui dis « Mais enfin, Oliver, on m'a pas encore vu boire. C'est pas grave, tu es de plus en plus ivre et tu le montres. » Et en fait, je me suis rendu compte que personne ne m'avait s'était jamais demandé pourquoi je jouais la scène comme ça. Donc, et John de rajouter aussi, il y a aussi un moment très très fort et drôle en même temps quand elle dit à Oh, il y a quelque chose de tordu, de foutu avec ton histoire d'amour avec les deux jeunes gens. Voilà. Question. Une question pour Oliver Stone encore. Il y a une vingtaine d'années, avec Tueur Né, on a l'impression que c'était la violence qui a choqué l'Amérique. Et dans ce film-là, on a l'impression que c'est plus peut-être aujourd'hui le ménage à trois, la liberté sexuelle de ces trois jeunes qui pourrait la choquer. Est-ce que pour vous, ces séquences-là étaient un moyen aussi de mettre le doigt sur justement le ridicule du puritanisme actuel? So when you did Natural Born Killers, I mean it was violence really that shocked America and the world maybe. With Savages, it seems maybe what is most shocking maybe is the sex. I mean, we are in a three people
having sex together. So was it a way to put your finger in a way and to criticize and to ridicule really American puritanism? Non, premièrement, je ne fais pas des films pour choquer, c'est pas mon goal. Je fais des films pour trouver une vérité qui est peut-être unorthodoxe, qu'on ne sait pas encore. Oui, c'est bon, une bonne idée de trouver un scénario avec une fille et 2 hommes et sauter ça sur les Américains qui ne voient pas beaucoup ça. Ils l'ont vu dans Butch Cassidy et Sundance Kid, mais la fille était recédée en fin de compte. Ils faisaient de l'amour, mais ils n'ont pas montré. C'était suggesté en 69, je crois, qui était choquant dans cette période. Mais non, c'est pas. Le film n'était pas fait pour le choc, c'était fait pour chasser une vérité qui est devenue de la guerre de drogue, a rendu les gens dans cet état qu'ils sont. Alors c'est 6 histoires complètement différentes. Je ne cherche pas à choquer, c'est pas mon goal. C'est de donner une bonne histoire, dramatique, bien fait. C'est tout ce que je veux, vraiment. Je ne parlais pas de choquer gratuitement. Oui. C'était simplement juste essayer, grâce à cette petite histoire, oui. de pointer du doigt juste ça aujourd'hui. Le puritanisme, aujourd'hui, on peut voir des têtes tuées dans tous les sens, on voit un bout de sein, c'est horrible. Oui, mais en Amérique, tu sais, il y a des R ratings, c'est très difficile de faire des choses comme ça. En France, ce serait beaucoup plus amusant de faire un film d'une fille et 2 garçons ou quelque chose comme ça. En France, vous avez beaucoup plus de liberté, vous n'êtes pas puritanical et hypocrite comme l'Amérique. Mais c'est très dur en Amérique. Mais aussi avec les drogues. C'est ridicule qu'on met des personnes en prison pour fumer la marijuana. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ça saute, c'est tout à l'envers, Voilà, et enfin, dernière question. Qui a le micro? Last question. Bonjour, une question pour Oliver Stone, s'il vous plaît. Vous aviez, il y a quelques années, un projet sur le général Noriega qui s'est pas fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et est-ce que vous avez recyclé une partie de votre frustration dans ce film avec des similitudes thématiques ou autres? The Noriega movie, no, I got to know him and it was we tried to make it a comedy, a satire. We tried, but it's very difficult because it's a fine balance, you know. It's a great story because he was a CIA asset for many years. He allied himself with America with the Contras. He helped us to destabilize the government of Nicaragua. He was also dealing drugs for years, but he was on the CIA payroll. He's a multivariate character, one of those characters you'd love to capture. And I actually went to see him in prison in Miami. He went to France after that, and he's back in Panama. I don't know that he'll ever get out of jail, but why do I say that? Because that's the war on drugs, by the way. You bring out the whole point. The war on drugs is political too, because every time we declare a war on drugs and we can get Colombia or Mexico or Panama or any of these countries to cooperate with us, we send spies into these countries. We send military, we send radar surveillance, we send pilots, and we tend to make the war on drugs into the war on terror. That's why we call them narco states. So it's a very effective means of control. But if you look at the history of war on drugs, it's really about the United States exerting control in these countries. And that's what's very dangerous, by the way. So Noriega is a bad guy, but somebody ought to make a movie about the real war on drugs. And maybe I should, but maybe Paul, we should do that next. Okay. Alors voilà, d'abord, bien sûr, j'ai rencontré Noriega et on a essayé à l'époque de faire un film qui serait un peu un film satirique parce que, évidemment, c'est un personnage qui a une vie incroyable. Il était évidemment allié des Américains avec les contrats pour déstabiliser le Nicaragua. C'est un personnage qui est complexe et multiple. J'ai été le voir en prison à Miami, ensuite il était en France, puis il est retourné au Panama, peut-être sortira-t-il un jour de prison, je ne sais pas. Mais justement, lorsqu'on parlait de Noriega, eh bien, c'est ça la guerre contre la drogue. C'est tout simplement politique. Lorsque l'on parle de Colombie, de Mexique, du Panama, eh bien, à chaque fois, c'est une façon d'envoyer dans ces pays des espions, des militaires, des pilotes, etc., qui en fait,
au nom de la guerre contre la drogue, en réalité sont là pour mettre ces pays sous surveillance. Pour ça d'ailleurs qu'on les appelle les narco-states. Donc tout ça, c'est en fait une question politique. Il s'agit des États-Unis qui veulent finalement, à travers le faux problème de la guerre de la drogue, eh bien, exercer un contrôle sur ces pays. Et évidemment, c'est très dangereux. Donc bien sûr, Noriega n'est pas un personnage reluisant, mais peut-être un jour d'ailleurs fera-t-on un film sur lui, peut-être le ferai, je ne sais pas, ou peut-être faudrait-il faire un vrai film sur la guerre contre la drogue, et c'est peut-être un film que je ferai un jour. Merci à vous tous. Merci, Salma. S'ils nous croient faibles, tôt ou tard, faudra les tuer.